Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes déjà plus d'une cinquantaine alors que l'émission a à peine commencé. Ce soir, donc, nous avons un très gros programme. Je suis en compagnie tout à l'heure donc de maître Nancy Rizaché qui a obtenu une décision extrêmement intéressante et importante devant le Conseil de prud'homme de Nancy. On va en parler tout à l'heure. Notre thématique de l'émission de ce jour, c'est vraiment la question de l'indemnisation. D'accord? Mais si vous avez d'autres interrogations, pas de panique, puisqu'à 21h avec Pierrick Thévenon, on parlera des conditions de la réintégration. En d'autres termes, comment il faut procéder dans les prochains jours pour éviter de perdre son emploi ou pour éviter de partir une main devant, une main derrière. Donc on a bien deux thématiques différentes. Ici, l'indemnisation et tout à l'heure des conditions de la réintégration. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. L'objectif, eh bien, vous l'avez compris, c'est après la réintégration, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, c'est la question de l'indemnisation. Ça me paraît extrêmement important qu'on puisse en parler. Alors, sans plus attendre, je vais accueillir mon confrère Nancy Rizacher, que vous avez déjà connu. Bienvenue Nancy. Merci et bonjour David, bonjour à tous. Merci, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live en direct. Alors, pas si longtemps pour nous parce qu'on s'est vu là il y a à peu près une semaine pour tourner ensemble deux vidéos sur la question prioritaire de constitutionnalité que nous avions posée à la Cour administrative d'appel de Nancy. Je ne vous en dis pas plus, l'émission sortira dans les prochains jours, mais également l'analyse qu'on pouvait en faire de la décision du Conseil de prud'homme de Nancy, au terme de laquelle tu as obtenu une décision extrêmement intéressante. Ça tombe bien, ta cliente a été indemnisée et ça tombe bien, ce soir, on va parler de l'indemnisation. Alors, rapidement, bonjour à tous, donc très content de tous vous revoir. Voilà, on a plein de salutations, je suis tous très content de vous retrouver ce soir. Très heureux. Alors, Nancy, si tu veux, on va commencer par toi parce que peut-être que c'est ce qui va intéresser un plus grand nombre. Tu es avocate donc à Épinal, tu interviens auprès des conseils de prud'homme pour les salariés. Et donc, nécessairement, j'invite tous ceux qui ont des questions sur des problématiques avec des employeurs privés de te les adresser directement. Euh, Comment vois-tu un petit peu les procédures indemnitaires que pourraient engager aujourd'hui les salariés? Aujourd'hui, on voit que le décret qui est paru hier de réintégration n'apporte rien de plus en termes d'indemnisation. Alors, on a peut-être été assez optimiste, mais moi, jusqu'au bout, j'ai cru, j'ai pensé qu'il y aurait éventuellement des modalités de réintégration qui pourrait éventuellement permettre donc aux soignants, au personnel suspendu d'avoir une indemnisation. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc on nous renvoie à l'instruction donc du 2 mai qui ne prévoit pas non plus d'indemnisation. Donc aujourd'hui, eh bien le combat il continue devant les tribunaux. Donc tu l'as dit David, devant les conseils de prud'homme en matière de salariés de droit privé, tu l'expliqueras plus tard devant les juridictions administratives pour les agents publics. Il est clair qu'on ne peut pas, d'un coup d'éponge, effacer ces 20 mois de suspension sans rémunération et sans aucune indemnisation. Donc il est clair qu'aujourd'hui le combat il continue pour que les préjudices subis par les uns et les autres soient réparés et comme l'État visiblement ne répare pas, on va aller chercher la réparation par des actions indemnitaires. Oui, donc je suis complètement d'accord avec toi. Pour tous ceux qui attendaient une indemnisation spontanée de la part de l'État, eh bien, je pense que vous pouvez encore attendre. On va même aller plus loin. Vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux, j'ai publié un article juridique qui analysait un petit peu, eh bien, le décret à venir, l'instruction ministérielle qui était déjà publiée depuis début mai, et la proposition de loi qui est en débat actuellement à l'Assemblée et qui pourrait abroger définitivement l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Je vous avais expliqué que dans aucun de ces textes, il n'était prévu une quelconque indemnisation. Par conséquent, vous l'aurez compris, à moins d'engager une action en justice, vous n'obtiendrez jamais réparation. Et donc l'objectif de l'émission de ce soir, c'est de vous expliquer concrètement comment vous pourriez faire. Alors, Nancy, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un salarié de droit privé qui chercherait à obtenir réparation de son préjudice devant son employeur? Alors aujourd'hui, forte de la décision pionnière, il faut le dire, sur le fond du Conseil de prud'homme de Nancy rendu le 3 mai dernier, tout récemment, cette décision permet, donc encore une fois, on n'est pas en référé, on est sur le fond, de récupérer les arriérés de salaire
depuis la suspension. Donc ça, c'est une première indemnisation, et forte de cette jurisprudence, évidemment, il y aura sans doute un appel, évidemment, mais c'est un revirement quand même important, et le vent commence à tourner. Donc, suite à ça, vous pouvez saisir les conseils de prud'homme, pour les salariés de droit privé, bien sûr, pour demander déjà rapport à votre période de suspension, le fait que vous avez été privé de vos salaires depuis septembre, grosso modo, depuis la date exacte du mois de septembre, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez également ajouter dans la demande en réparation l'indemnisation des différents préjudices que vous avez subis, parce que ça ne s'arrête pas au salaire. Certains ont perdu leur maison parce que les crédits ne pouvaient pas être assumés. D'autres sont tombés en dépression et il y a eu des préjudices physiques liés à la santé, moraux, psychologiques. D'autres n'ont peut-être pas pu faire des études, faire des études à leurs enfants, ou inscrire leurs enfants dans des écoles payantes. Toute une série de préjudices qui sont liés à la perte sèche de votre emploi, évidemment sans rémunération. Eh bien, tous ces préjudices-là peuvent être réclamés devant le conseil de prud'homme à la lumière de tous les arguments juridiques, de tous les moyens, les fondements juridiques que l'on a soulevés, pour indiquer que cette suspension, on continue à le soutenir, et là les juridictions commencent à nous suivre, cette suspension était totalement illégale. Enfin, en tout cas, contraire à des textes de valeur supérieure, comme le conseil de prud'homme l'a dit, et l'a très bien motivé. Alors, on a des questions sur le chat, des personnes qui s'interrogent sur la décision de justice qui a été rendue par le Conseil de prud'homme de Nancy. L'article est en cours de rédaction à l'heure où nous faisons ce direct. Il sera en lien dans la description de la vidéo pour ceux qui la verront en rediffusion. Vous pourrez télécharger directement la décision et ainsi en prendre connaissance. C'est une décision qui annule véritablement la décision de suspension sans rémunération, en la considérant comme contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En d'autres termes, le Conseil de prud'homme souscrit à l'analyse que j'avais faite en avril 2021 lorsque j'avais publié un article juridique sur la question de la conformité de l'obligation vaccinale à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, à mon sens, on a une décision qui me paraît tout à fait conforme au droit. Alors, pas que, évidemment, au contraire, comme tu viens de le dire, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi au secret médical qui est garanti par notre Code du travail et qui doit être le monopole du médecin du travail, contraire aux articles 5 et 10 de la Convention d'Oviedo, contraire à un certain nombre de textes véritablement listés et détaillés par le Conseil de prud'homme. Donc, on a une décision motivée, argumentée, qui, comme tu l'as dit, prononce l'annulation de la suspension, la réintégration sur le champ avec astreinte au cas où la réintégration ne se faisait pas, et un rappel de salaire, donc depuis la suspension, parce que cette suspension est contraire au droit interne et au droit européen et international. Donc cette décision, vous pourrez en prendre connaissance, je vous l'ai dit, sur un article que je mettrai en lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez la télécharger et vous faire un plaisir de la lire. Rappelez le mois, Nancy, c'était combien l'indemnisation ? L'indemnisation, on avait calculé les salaires de ma cliente depuis le 27 septembre, c'est grosso modo 30 000 euros, mais c'est 30 000 euros plus 2 000 euros d'article 700, c'est-à-dire ses frais d'avocat. Donc ça fait 32 000 euros aujourd'hui qu'elle récupère grâce à cette décision. Donc la question qu'il faut se poser toujours, c'est est-ce que ces 32 000 euros sont mieux dans la poche de votre employeur ou dans la vôtre ? Voilà. Après, effectivement, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui avait fait une remarque pertinente, et c'est normal, je le consens, mais voilà, on avait Mitch qui nous a dit « il ne se passera rien, comme depuis le début, on vous vend du rêve ». Bon, non, c'est pas du rêve. Non, alors là, je suis pas d'accord. Je vais répondre tout de suite à. Non, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour pas du rêve du tout. La décision, elle existe. C'est pas une décision fantôme. Le vent commence à tourner. Alors oui, évidemment, il y aura. C'est comme tout. Il peut y avoir un appel, il peut y avoir, mais c'est le lot de l'aléa juridique. Mais aujourd'hui, on a une décision au fond qui est motivée. Et ça, je pense que c'est vraiment une pierre fondatrice pour un courant jurisprudentiel majoritairement favorable aux soignants. Enfin, au personnel suspendu. Les amis, je note vos questions en commentaire, donc posez-les, on va y répondre au fur et à mesure. On parlera des agents de la fonction publique juste après, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est important, vos questions sont pertinentes et ça va aider et ça va éclairer un grand nombre de personnes. Donc cette décision existe. Donc pour répondre à Mitch, moi ce que je dirais, c'est qu'en réalité, oui, il ne se passera rien si vous ne faites rien. Ça, c'est évident. Voilà, la seule certitude que je peux vous donner, c'est la mort, les impôts
et le fait qu'il ne se passera rien si vous ne demandez pas d'indemnisation. Ça, on est tous d'accord. Par contre, effectivement, si vous demandez une indemnisation, vous prenez le risque, eh bien, potentiellement d'avoir gain de cause. Et c'est aujourd'hui, pour ta cliente, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout 32 à 000 fait. euros. Alors, bien entendu, on attend de savoir s'il y aura un appel et il faudrait provisionner cette somme dans l'attente de l'appel, puisque Bien l'appel sûr. pourrait rejuger l'intégralité de l'affaire. Mais en tout cas, c'est une décision quand même qui doit amener à réfléchir aux questions des ruptures conventionnelles. Aujourd'hui, Nancy, on négocie beaucoup, toi et moi, des ruptures conventionnelles, et il est clair que cette décision du CPH de Nancy, elle doit amener les employeurs à réfléchir au coût d'une éventuelle condamnation. Mhm. Parce que ces condamnations, elles sont pas fantasmatiques, elles existent, elles peuvent entraîner effectivement une condamnation de leur part, et par conséquent, ces derniers, face à ce risque juridique, doivent pouvoir un petit peu provisionner et faire attention à ne pas se retrouver condamnés. Ça pourrait donner des idées en plus à d'autres salariés. Donc ça, bien entendu, c'est important d'y réfléchir. Mhm. Alors, Mitch nous a répondu. Alors, vous posez vos commentaires depuis le début. Donc, on se bat depuis le début et tout ce qui se passe, c'est que je suis au fond de l'abîme, mais tout va bien. Alors, on est désolé pour vous, Mitch, qu'effectivement, vous soyez au fond de l'abîme. Alors, malheureusement, on ne connaît pas l'intégralité de vos dossiers, des démarches que vous avez faites, mais ne restez pas seul. C'est important d'être avec nous aujourd'hui, ce soir, et de savoir que des solutions existent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire des recours. Il faut simplement se poser la question et se demander si vous souhaitez en faire ou non. Mais en tout cas, il existe des solutions et on est là pour vous les présenter. Alors, il y a des questions intéressantes qui ont été posées, Nancy. Je vais les afficher, vous pourrez tous les noter. Alors, est-ce qu'on peut prétendre à une Indemnisation. indemnisation pour ces mois de suspension, même si entre-temps, il y a eu démission avec un hôpital public, car je ne veux pas reprendre mon poste. Alors là, ça sera plutôt pour moi, mais on va aussi réfléchir pour les salariés. Alors, je vous invite bien entendu à partager cette vidéo le plus possible, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maître Nancy Rizaché a également une chaîne YouTube. Si vous tapez son nom sur Internet, vous la trouverez facilement. Abonnez-vous également à sa chaîne. Elle va tenir une hebdo juridique régulière et bien entendu, elle communiquera sur les prochaines décisions qu'elle aura. Revenons à Catherine Pitou. Donc, en ce qui concerne donc la démission, il est toujours possible d'obtenir réparation d'un préjudice, d'une faute commise par une personne publique, un employeur public, quand bien même vous auriez démissionné. En effet, la réparation que vous sollicitez, elle vous a causé un préjudice et la loi de 1968 sur la prescription quadriennale précise que vous avez 4 ans pour demander réparation de votre préjudice auprès d'une personne publique. Par conséquent, quand bien même vous auriez démissionné, vous avez toujours la possibilité de solliciter une indemnisation, ce qui veut bien dire que, contrairement peut-être au droit du travail, on a un peu plus de facilité à engager la responsabilité de l'administration. Alors après, attention, je le rappelle toujours, ce sont des procédures individuelles dans lesquelles on doit présenter votre situation, on doit ventiler la nature de vos préjudices, donc quels sont les préjudices, et on doit apporter tous les éléments qui permettent de caractériser l'existence de votre préjudice. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les agents publics. Nancy, concernant les salariés, si ces derniers démissionnent, quels sont leurs recours? Les salariés, aujourd'hui, s'ils démissionnent, ils peuvent toujours contester la décision de suspension donc, qui les a frappés donc, depuis le mois de septembre. Et puis là, aujourd'hui, le fait que la réintégration des soignants, enfin des personnels suspendus soit actée, ça veut dire qu'on peut calculer, on peut chiffrer, on peut déterminer l'exact préjudice depuis la suspension jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'obligation devant les juridictions, notamment les conseils de prud'homme, quand on demande des sommes en réparation d'un préjudice, il faut que ce préjudice soit certain, il soit direct, il soit chiffré, il soit déterminé. Et il faut bien sûr des justificatifs. Donc aujourd'hui, entre le mois de septembre 2021 et le 15 mai 2023, vous savez pertinemment ce que vous a malheureusement coûté cette suspension abjecte. Donc, ça vous a coûté, pour ceux qui n'ont pas fait déjà de recours sur les salaires, ça vous a coûté les X mois, donc 19 et quelques mois donc, de salaire, mais également tout ce qui a été impacté, tout ce qui a été en lien direct avec cette privation de salaire. Le crédit qui n'a pas pu être honoré, comme je disais tout à l'heure,
hein, les problèmes de santé, éventuellement des séparations parce que des tensions dans le couple, des tas de choses qui font qu'il faut que le préjudice puisse être chiffré pour pouvoir demander réparation. Donc aujourd'hui, vous pouvez encore vous retourner contre votre employeur, même si vous avez démissionné ou vous voulez démissionner, c'est-à-dire que pendant ce laps de temps où vous étiez suspendu, mais entre deux mondes, hein, sans plagier le titre du film de Fabien Moine, mais vous étiez dans un no man's land, sans rémunération, sans rien. Donc aujourd'hui, vous pouvez contester encore et demander la réparation de votre préjudice, de vos préjudices, sous réserve de monter le dossier. C'est-à-dire qu'il faut y aller, c'est pour gagner, hein, on n'y va pas pour perdre. Donc il faut y aller pour prouver votre préjudice, le justifier, donner les documents à l'appui, les preuves à l'appui, pour demander au Conseil de prud'homme la réparation de tout cela, puisque, encore une fois, cette suspension, pour moi et pour beaucoup maintenant, quelques conseils de prud'homme, notamment celui de Nancy, c'est une suspension qui est illicite et contraire à des textes. Donc voilà, demander réparation. Comme tu disais, David, si on ne demande rien, on n'a rien. Alors évidemment, il y a toujours l'aléa judiciaire. On ne vend pas du rêve, hein, contrairement, on vend des choses où il y a un aléa judiciaire, mais qui ne tente rien n'a rien. Et plus vous montez correctement votre dossier, plus vous avez des chances, parce que le vent tourne, d'être indemnisé. Oui, tu fais bien de le rappeler, on ne vend pas du rêve, oui, il n'y a pas 100% de chance d'être indemnisé. On ne peut pas vous dire automatiquement vous allez être indemnisé. Ce qu'on peut dire, c'est que si vous ne faites rien, c'est sûr, vous ne serez pas indemnisé. Et que dans tous les cas, il s'agit toujours d'une appréciation in concreto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas de recours collectif sur les procédures d'indemnisation. À chaque fois, il s'agira d'un recours individuel, parce que votre préjudice, ce n'est pas le préjudice de votre voisin. Par exemple, je discutais cette semaine avec un client, il a été suspendu sans rémunération pendant un arrêt maladie. Bon, bah là, il n'y a pas de débat. Cette personne-là, elle va être indemnisée, au moins du préjudice de l'absence de traitement pendant l'arrêt maladie. Ce n'est pas la même situation qu'un agent qui aurait été suspendu sans aucune rémunération, sans être en arrêt maladie. Ça ne sera pas la même situation. Et donc, forcément, les chances de succès ne sont pas toujours les mêmes. Donc, encore une fois, il faut faire une appréciation au cas par cas de vos situations et du comportement de l'administration dans votre situation. Alors, on a une autre question, Nancy. Jessie, je me suis rendu sur mon lieu de travail ce jour. On m'a dit que l'on m'attendait ce matin. Or, je n'étais affecté nulle part sur le planning, donc encore en absence non rémunérée selon DRH. Qu'est-ce que tu en penses, Nancy? Alors, c'est vrai que... Pardon? C'est dégueulasse, on est d'accord déjà. C'est clair. Alors, aujourd'hui, les employeurs ont paniqué. Vous avez vu que le gouvernement a encore fait tout à l'envers. Enfin, je suis désolée, je suis obligée de critiquer, mais on a eu une instruction ministérielle le 2 mai et on a eu un décret le 14 mai, entré en vigueur le 15 mai. Ce qui veut dire que depuis le 3 mai, là, la publication de l'instruction, tout le monde a paniqué. Les employeurs vous ont envoyé, alors que ce soit public ou privé, hein, là je pense que c'était général, on vous a envoyé des courriers en vous disant, voilà, dès le lendemain de la parution du décret, vous devez être réintégré. Parce que oui, ils doivent vous réintégrer, ils doivent surtout vous payer à partir du moment où la réintégration est effective, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui. Donc, il y a eu des tas de lettres qui se sont croisées, des lettres commandées que les personnes n'ont pas pu aller chercher. Bref, il y a eu des couacs là comme Jessie, c'est-à-dire on vous attendait ce matin et puis finalement, rien n'est prévu. Pourquoi? Parce qu'on a confondu vitesse et précipitation. Et c'est ce que j'ai dit depuis la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, si on lit l'instruction, qui est notre base juridique, puisque le décret, il est laconique, hein, il a un article et il dit rien du tout, l'instruction dit bien qu'il y a 2 semaines, et c'est au plus tôt, donc à compter de la parution du décret, et dans les 2 semaines, si possible, qu'on réintègre les personnes. Et c'est pour ça qu'on avait dit, David, qu'il fallait que tout le monde soit vigilant, salariés privés comme agents publics, parce que la réintégration à tout prix, mais à la hussarde comme ça fait des dégâts comme Jessie qui se présente et puis on la renvoie dans ses pénates parce que rien n'est prévu. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les 15 prochains jours vont être décisifs. Surtout, allez chercher vos lettres commandées, ça sert à rien de ne pas aller les retirer. Prenez attache avec vos employeurs par mail, par téléphone, par courrier, déplacez-vous s'il faut.
pour dire j'existe, je veux être intégré. En tout cas, je veux être intégré pour pouvoir éventuellement ensuite négocier une rupture conventionnelle, parce que petit point important, c'est que vous ne pouvez pas négocier de rupture conventionnelle sur un contrat suspendu. Donc, ça sert à rien de faire l'autruche en disant, bah non, moi, de toute façon, je veux une rupture conventionnelle. Donc, il faut être réintégré. Le contrat, cette fois-ci, n'est plus suspendu, il court de nouveau. Et là, vous pouvez demander une rupture conventionnelle ou ensuite démissionner si vous souhaitez démissionner. Vous savez aussi, j'en profite, parler de la réforme, qui est aussi une réforme contre laquelle je me bats, mais bon, trop tard, c'est paru. Le décret du 18 mai a changé le Code du travail, donc entré en vigueur le 19 avril, pardon. Maintenant, si vous ne vous présentez pas à votre poste de travail, l'employeur vous envoie une mise en demeure avec un délai minimum de 15 jours. Si au bout de 15 jours, vous ne bougez pas, vous êtes présumé démissionnaire avec privation, bien sûr, de tout, c'est-à-dire de l'indemnité de licenciement et également de l'allocation chômage. Alors qu'avant, l'employeur devait vous envoyer une mise en demeure, puis, si vous ne répondiez pas, vous licencier, donc prendre l'initiative d'un entretien préalable, de faire une lettre recommandée de notification de licenciement, et c'était ensuite, vous pouviez être pris en charge avec un délai de carence, etc., mais pris en charge par le chômage. Aujourd'hui, non. Donc là, c'est pareil, ne pas garder le silence, ne pas faire l'autruche, pouvoir avoir un dialogue avec votre employeur et seulement après négocier ce que vous souhaitez, ce qu'il y a de mieux pour vous, en tout cas ce qu'il y a de moins pénalisant. Voilà. Tout à fait, Nancy, tu fais bien de rappeler tout ça. Donc, c'est important également dans les ruptures conventionnelles de discuter d'une stratégie parce que l'indemnisation, c'est pas uniquement une année d'ancienneté égale un mois. Ici, on est en train de négocier sur l'intégralité des préjudices qui sont les vôtres. Rappelons-le, ce sont effectivement les salaires, c'est évident. C'est les 183 € net de prime Ségur pour ceux qui sont bénéficiaires de cette prime. C'est les 2 années pour lesquelles vous n'avez pas cotisé pour la retraite. Eh ouais, pas de bol, pour vous, c'est pas 64 ans, c'est 66 ans. Donc ça s'indemnise. C'est l'absence d'évolution professionnelle. On imagine que chaque année, vous prenez un petit peu de grade et que par conséquent, vous êtes rémunéré par rapport à ce grade. Ça, bien entendu, ça s'indemnise. Donc en fait, quand vous faites le calcul un petit peu du préjudice réel que vous avez subi, c'est pas un mois de salaire par année d'ancienneté. C'est beaucoup plus. Et si vous signez une rupture conventionnelle dans des conditions tarifaires qui sont désastreuses, vous vous privez de tout recours en responsabilité par la suite. Donc, ça veut dire de toute possibilité de réparation. Donc, attention, on ne signe pas une rupture conventionnelle à la légère, surtout quand on parle de préjudices aussi importants que ceux qui ont été subis par les soignants suspendus. Tu vas ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question suivante ? Non, je pense aussi à toutes les personnes qui ont, parce qu'en droit privé, c'était plus simple de trouver un travail sans avoir forcément l'accord de l'employeur. Donc, j'ai des personnes qui sont aussi engagées par ailleurs, soit en CDD, soit en CDI. Donc là, c'est compliqué aussi parce que, évidemment, soit vous souhaitez réintégrer votre poste initial, mais il va falloir vous dégager proprement des autres contrats parce que aujourd'hui, il y a forcément soit des CDD avec une date butoir que vous ne pouvez pas, sauf accord avec l'employeur, votre nouvel employeur, rompre, soit des CDI et à ce moment-là, il faudra aussi que vous fassiez le nécessaire. Alors, je parle aussi surtout pour les personnes à temps partiel, parce que les personnes certaines ont conclu donc des contrats à temps partiel et il faut qu'aujourd'hui, ils arrivent à articuler la réintégration avec ce qu'ils ont eu de l'autre côté. Donc, attention pour ne pas, vous, avoir des prud'hommes, à être attrait aux prud'hommes si vous ne faisiez pas le nécessaire pour que tout soit fait juridiquement proprement. Voilà. Donc, il faut aussi être vigilant. Appelez-nous pour avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences après assez importantes, pour qu'on puisse vous conseiller au mieux, parce que c'est quelque chose qui est inédit. C'est-à-dire que la suspension était inédite. Donc, toute votre situation professionnelle à côté peut aussi être inédite en matière de réintégration aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je continue de poser vos questions en direct. Je les note au fur et à mesure. On va les afficher. Cléonote, merci, un habitué de nos émissions. On s'était arrêté sur une inquiétude du Sénat d'intégrer clairement une impossibilité de lancer une action en indemnisation. Alors là, c'est plus pour moi, je pense. J'avais expliqué effectivement lors d'une précédente émission que nous souhaitions engager la responsabilité de l'État du fait des lois, c'est-à-dire une indemnisation qui ne prend pas en compte une éventuelle faute, une éventuelle illégalité. C'est-à-dire qu'en fait, on se fiche de savoir si la loi sur l'obligation vaccinale est légale ou pas.
il y a une loi, cette loi a causé un préjudice, ce préjudice est d'une relative importance, et par conséquent, l'application de la jurisprudence administrative vous donne la possibilité d'être indemnisé. Je vous avais expliqué que cette apparente facilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de démontrer une quelconque illégalité, ça tombe bien parce que jusqu'à maintenant, nos recours CEDH, en tout cas, la loi du 5 août 2021 a été jugée parfaitement légale et par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. Donc, si on devait démontrer une illégalité, ce serait impossible aujourd'hui. Mais comme ce régime de responsabilité se fiche de savoir si c'est légal, en réalité, on est en droit aujourd'hui d'être indemnisé si on démontre qu'on a un préjudice anormal et un préjudice spécial. Je m'explique. Anormal, il faut que ça ait une certaine gravité. Bon, 18 mois de suspension continue, il n'y a pas de débat, ça a une certaine gravité. Vous avez été privé de l'intégralité de vos revenus sur une période indéterminée. Si ça, ce n'est pas un préjudice anormal, qu'est-ce qui en est un? Donc, il n'y a pas de débat, c'est un préjudice anormal. Spécial, l'idée, en fait, c'est que si on prend une loi et que cette loi cause un préjudice à tout le monde, il n'y a pas d'indemnisation. C'est ça le principe. Si tout le monde est à la même enseigne, il n'y a pas de spécialité. Là, ici, ce n'est pas du tout le cas. Là, ici, on a effectivement des soignants qui ont été suspendus pour non-satisfaction à l'obligation vaccinale, soit, selon les chiffres du gouvernement, 0,3% des agents soumis à l'obligation vaccinale. Le principe de spécialité est clairement rempli. Donc, en fait, on a aujourd'hui un régime de responsabilité de l'État du fait des lois dont toutes les conditions sont remplies. Donc, on a effectivement un régime qui nous permettrait d'obtenir une indemnisation. Mais, je l'avais dit lors d'une dernière émission, ce régime de responsabilité pourrait être écarté si demain, le gouvernement prenait une loi visant à exclure toute indemnisation d'un soignant suspendu sans rémunération. Et là, ce serait une catastrophe parce que ça priverait d'un recours aujourd'hui possible tous les soignants qui souhaiteraient être indemnisés de leurs préjudices. Quand je dis les soignants, je parle des privés, des publics, des libéraux, bien entendu, tous ceux qui ont été concernés par l'obligation vaccinale et qui ont subi un préjudice. Cette proposition de loi qui vise à abroger l'obligation vaccinale, à ce jour, n'entend pas exclure l'indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'application de la loi du 5 août 2021. Donc, à ce jour, ce régime de responsabilité est ouvert et on peut obtenir une réparation pour ce motif. Cependant, et comme l'instruction ministérielle le laisse entendre, le gouvernement n'est pas du tout favorable à une quelconque indemnisation. Ma crainte est que lorsque nous allons engager un certain nombre de recours, et mon cabinet aujourd'hui est saisi par de très nombreuses personnes, lorsque l'État va se rendre compte que ça risque de faire des sommes relativement importantes, parce que dès que le préjudice est anormal et spécial et que vous démontrez qu'il y a un lien entre l'application de la loi et votre préjudice, l'indemnisation est automatique. Il n'y a pas de débat, Donc, l'indemnisation est automatique. Et nécessairement, on a des personnes qui seraient en droit demain de demander 30 000, 60 000, 100 000, 200 000 euros. Ouais, parce que 18 mois de suspension sans rémunération, quand vous avez des bons salaires, ça peut très très rapidement faire des sommes importantes. Donc c'est ma crainte aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai dit. Vous avez 4 ans pour engager une action en responsabilité, mais attention, si demain le gouvernement entendait exclure toute indemnisation, nécessairement ça nous priverait de cette voie de droit et mon cabinet ne serait pas en mesure d'engager des recours pour des milliers de personnes en quelques jours. Donc il faut vraiment l'anticiper, ça c'est important. Donc voilà ce que je voulais dire à Cléonaute. On a une deuxième question de Cléonaute. Maître, mais seulement pour les prud'hommes, pour le public, c'est no go. Alors, je ne sais plus pour quelle raison on avait cette question. Pour le recours indemnitaire, mais si, c'est possible, puisque... Oui, si tu veux répondre, vas-y Nancy. Non, mais c'est par rapport au droit public. On peut effectivement saisir en droit privé les conseils de prud'homme, mais en droit public, le recours indemnitaire, et je pense que là, tu peux en parler, tu viens déjà d'en parler en partie, c'est que tu peux aussi saisir les juridictions administratives pour l'indemnisation des agents publics cette fois-ci. Tout à fait. Alors que vous soyez salarié de droit privé ou agent de la fonction publique, la responsabilité de l'État du fait des lois est une action juridique qui vous est ouverte. Elle est ouverte également aux médecins libéraux et aux soignants libéraux, d'accord? Elle est ouverte à toutes, à tous. Donc, ça, c'est pas, il n'y a pas de question de salariés droit privé libéraux. Tout le monde peut engager une action en responsabilité de l'État dès lors que l'application de la loi du 5 août 2021 vous a causé un préjudice qui est anormal et spécial. Donc, c'est pour ça que je vous demande de réfléchir
à la gravité de votre préjudice. Si vous n'avez pas subi de préjudice, ne faites pas trop court, hein, c'est évident. Si vous avez subi un préjudice, ben voilà, vous avez une possibilité aujourd'hui qui s'ouvre à vous. Et j'insiste, même les Oui. salariés de droit privé, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce serait la saisine des juridictions administratives, mais c'est la responsabilité du fait de la loi. Donc, en fait, c'est le fait que l'État est responsable, je dirais, de son législateur, entre guillemets. Enfin, évidemment, le législateur, c'est le Parlement, mais c'est une responsabilité du fait de cette loi inique et liberticide qui a causé des préjudices. Et je le rappelle, il n'est pas nécessaire de démontrer que la loi est illégale. On s'en fiche. On fait juste une comparaison très objective et très froide. Une loi, un préjudice. Ce préjudice est en lien avec la loi. Terminé. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, il y a une voie qui est intéressante et qui s'ouvre. Autre question posée par Jules. Et pour les suspendus qui ont une autre activité rémunérée, peut-on aussi prétendre à des indemnités? Alors là, je pense que c'est surtout oui, de droit privé. Donc en fait, si vous avez réussi, et heureusement, parce que sinon vous n'auriez pas pu vivre, à travailler à côté, le Conseil de prud'homme, en tout cas, appréciera, encore une fois, comme tu disais, David, in concreto, c'est-à-dire que votre préjudice, c'est le préjudice que vous avez subi. Si vous gagnez 1500 euros et que vous avez réussi à travailler pour 800 euros, ben c'est le delta qui vous sera indemnisé, bien évidemment. Comme pour tout, il n'y a pas d'enrichissement sans cause et vous ne pouvez pas gagner plus au prud'homme que ce que vous avez véritablement subi. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut monter les dossiers, il faut avoir les justificatifs, il faut chiffrer tout ça et évidemment, le prud'homme appréciera par rapport à votre véritable préjudice, s'il est compensé. Vous savez... Ah, pardon. Il n'y a plus d'écran. Non, non, on te voit, on t'entend. Ah, on ne te voit plus. Ah, bon, problème des aléas du direct. Bon, on va attendre que Nancy Rizaché revienne et nous rejoigne. Ça arrive, malheureusement. Alors, autre question. Jade Gaël, un soignant qui démissionne, quitte son emploi après sa réintégration, peut-il demander réparation devant un tribunal? Alors, je l'avais plus ou moins répondu tout à l'heure. Pour les agents de la fonction publique, il n'y a pas de souci. En fait, vous saisissez le juge administratif dans une action en responsabilité et vous démontrez que la démission, en réalité, est un licenciement et vous refaites qualifier, bien entendu, cette décision et l'indemnisation qui va derrière. Nancy, tu es revenue avec nous. Oui, excusez-moi, il y a dû avoir une panne technique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de Donc, je souci. disais que le préjudice, c'était véritablement le préjudice subi. Tout à fait. Alors, je t'ai passé à une autre question. Donc là, je venais de répondre à cette question. Un soignant qui démissionne, quitte son emploi après sa réintégration, peut-il demander réparation devant un tribunal? Donc, j'ai expliqué que pour le tribunal administratif, pas de souci, pas de difficulté. Vous engagez la responsabilité de votre employeur. Vous faites requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et vous obtenez l'indemnisation du préjudice résultant du comportement de votre employeur. Qu'en est-il pour les salariés de droit privé, Nancy? En fait, si vous avez démissionné, vous pouvez aussi intenter une procédure pour le préjudice que vous avez subi. Il y a de l'écho, je ne sais pas s'il faut que je... Non, non, on t'entend bien. On n'entend plus. Bon. Décidément. Nancy, tu reviens. Bon. Nancy va revenir. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Nancy a disparu, c'est pas grave, elle va nous rejoindre dans quelques secondes. Donc, on avait répondu effectivement à cette question. Nancy reviendra tout à l'heure et nous répondra. Autre question, donc restez en direct, partagez cette émission et à 21h, on se retrouve sur les conditions de la réintégration. N'oubliez pas, Nancy revient. Oui, Nancy, c'est bon? Excusez-moi, je crois qu'il y a de l'orage sur Épinal. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai des coupures de courant. Désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, finis-nous l'explication. Donc, un salarié démissionne, qu'est-ce qu'il peut faire? Le salarié qui démissionne, à ce moment-là, il peut se retourner contre son employeur par rapport, encore une fois, au préjudice qu'il a subi suite à la suspension et, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, à l'ensemble des préjudices qui ont découlé de cette suspension. Et puis, il peut faire le recours donc, en indemnisation donc, du fait des lois, le recours donc, devant les juridictions administratives, il peut faire les deux. Le seul souci, c'est si vous concluez, par exemple, des ruptures conventionnelles, vous pouvez avoir
avoir, dans le cadre de la rupture conventionnelle, l'interdiction, bien sûr, de porter une action contre votre employeur. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, puisque la rupture conventionnelle, par définition, c'est un accord. Et à partir du moment où vous avez un accord, vous vous engagez à plus aller au prud'homme de ce côté-là. Mais il vous reste encore l'action indemnitaire. En fait, hein, c'est des concessions réciproques. C'est C'est que ça. l'employeur accepte de vous donner de l'argent sans vous contraindre à la démission, et vous acceptez, en échange de cet argent, de ne pas faire d'action juridique à son encontre. Donc, Voilà. attention, la rupture conventionnelle met fin à toute procédure en responsabilité à l'encontre de votre employeur. Voilà, donc c'est vrai que, mais ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez conclu une rupture conventionnelle, que vous ne pouvez pas vous retourner contre votre employeur, vous pouvez toujours faire la procédure en indemnisation dont tu viens de parler, du fait des lois, et là, c'est ouvert aussi aux salariés. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, et comme on lâchera pas, effectivement, il y a toujours des actions à mener pour arriver à ce que l'État, votre employeur qui va nous dire oui mais moi j'étais obligé, c'était la loi, j'ai appliqué la loi. Bon bah certes, oui, mais n'empêche qu'ils ont appliqué une loi qui n'est pas voilà, qui entraîne aussi des responsabilités et qui n'est pas conforme à notre droit interne et à notre droit international. Donc tout ça c'est encore des combats à mener. C'est pas fini, donc c'est bien. Vous êtes les soignants et les personnels publics et privés sont réintégrés, mais encore faut-il maintenant que vous ayez votre dû. Parce que, encore une fois, le torchon pour effacer l'ardoise et puis ni vu ni connu, on oublie tout. Je pense que c'est pas l'état d'esprit dans lequel vous êtes. En tout cas, c'est pas celui dans lequel on est, hein, David. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit. Moi, ce que je veux rappeler à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que il faut absolument vous rapprocher éventuellement d'avocats. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie à mettre en place, parce qu'on ne signe pas une rupture conventionnelle à la légère. Il y a des enjeux, il y a des demandes à formaliser, et surtout, il y a des conséquences si jamais on accepte une rupture conventionnelle. Donc, il est impératif de réfléchir. On ne fait pas n'importe quoi. Alors, question suivante, on avance. Élise Lambaulaise, merci pour votre question. Ayant démissionné après avoir subi des harcèlements lors de ma réintégration sur certificat médical, est-il possible tout de même de demander une indemnisation pour préjudice moral? Donc moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est la même chose. En responsabilité, vous attaquez votre employeur en responsabilité devant le juge administratif, vous démontrez les fautes qui ont été commises, les préjudices qui résultent de ces fautes, et vous faites requalifier la démission en licenciement. Et puis après, s'il y a du harcèlement moral, de la discrimination, de la mise au placard, enfin toutes sortes de choses quand vous êtes réintégré, là je parle pour les salariés de droit privé, vous pouvez bien évidemment aussi saisir le juge. C'est-à-dire, alors déjà, si véritablement vous êtes dans un état qui fait que on vous met en danger ou on vous exclut de tout, il y a le droit de retrait hein, qui fait. Là, j'ai eu le cas cet après-midi, c'est pour ça que je me permets d'une salariée itinérante à qui on va redonner une voiture, mais une voiture toute pourrie, toute sale et même dangereuse. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, vous avez votre droit de retrait puisque vous n'avez pas à réintégrer dans des conditions qui pourraient mettre en danger votre santé, votre vie. Donc, et déjà ça. Et puis ensuite, harcèlement. Alors, harcèlement moral, il faut bien sûr le prouver, mais c'est jouable dès lors que vous avez des faits répétés qui font que ça a eu un impact sur votre santé physique ou mentale. Il peut y avoir de la mise au placard. Hein. D'un seul coup, vous n'êtes plus invité aux réunions, vous n'avez plus l'information, vous n'avez plus les moyens de travailler. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire une prise d'acte, c'est-à-dire vous rendre compte que on ne vous donne plus les moyens de travailler. Vous savez que le contrat de travail, c'est un contrat synalagmatique, c'est-à-dire que chacun a des obligations de part et d'autre et chacun doit remplir de bonne foi les obligations contractuelles. Si les obligations ne sont pas remplies par votre employeur ou pas de bonne foi, à ce moment-là, vous pouvez là aussi non seulement pour le harcèlement moral déposer plainte hein, au pénal, puisque c'est un délit, mais également saisir le conseil de prud'homme en motivant et encore une fois en montant votre dossier, hein, parce que le but c'est de gagner, en étayant votre dossier et en le documentant pour faire état donc du harcèlement moral. Même chose pour une discrimination. Si parce que vous étiez pas vacciné, quand vous revenez dans votre poste de travail, eh ben, comme par hasard les autres, alors je vais caricaturer, ont des primes ou ont accès à certaines choses et vous n'avez pas. Il suffit de prouver que à situation égale, traitement égal, à situation différente, traitement différent. C'est ça le principe d'égalité en droit du travail. À ce moment-là,
il peut y avoir discrimination, pareil, conseil de prud'homme. Donc voilà, c'est tout ce genre de contentieux qui va forcément naître, mais il faut être vigilant, soit pour le déminer tout de suite, soit pour aller au contentieux pour faire valoir vos droits et avoir votre dû. Posez vos questions en direct, les amis. Je note vos questions et on essaie d'y répondre jusqu'à 20 heures. Après, pour ceux qui ont encore des interrogations, à 21 heures, on revient avec Pierrick Thévenon et on parlera des conditions de la réintégration. Donc, pas de panique si on n'a pas répondu ici présent. Autre question, Natinoun, est-ce qu'une démission motivée par l'obligation vaccinale peut être annulée? Alors, je vais en parler pour le droit public. Oui, il n'y a pas de difficulté. Engagement de la responsabilité de votre employeur. Vous faites requalifier la démission en effectivement mesure de harcèlement moral. Et bien entendu, la question, c'est votre indemnisation. Elle est moins importante que si vous étiez resté suspendu sans rémunération. Par conséquent, c'est juste la date précise de la fin de votre préjudice qui, elle, est connue. Voilà. Qu'est-ce que tu peux Alors, nous dire? en droit privé, c'est pas tout à fait ça, parce que la démission, c'est véritablement la rupture, donc unilatérale à votre initiative du contrat de travail. Elle doit être claire et non équivoque. Si vous commencez à dire je démissionne, mais parce que c'est mon employeur qui m'a contraint et forcé à démissionner, là, ça devient une prise d'acte. Et cette prise d'acte, il faut aller devant le Conseil des prud'hommes, qui la requalifiera soit en licenciement abusif, soit en démission. Ça dépendra effectivement si les griefs à l'encontre de votre employeur sont reconnus ou pas. Donc attention, c'est vrai que la démission, normalement, c'est je souhaite démissionner de mon poste. Si vous commencez à dire je suis contrainte de démissionner de mon poste parce qu'on m'a fait des pressions et parce que là, c'est autre chose. C'est pas une vraie démission. C'est une prise d'acte au tort de l'employeur que vous allez faire reconnaître comme tel devant le Conseil de prud'homme. Mais il faut saisir le Conseil de prud'homme. Oui, bien sûr. Alors, autre question posée par Françoise DCRCKU. Pour les libéraux, quelle indemnisation? Là, moi, ça tombe bien, j'accompagne quand même pas mal de libéraux aujourd'hui. L'indemnisation, c'est tous les actes conventionnés, par exemple, qui n'ont pas été payés par la CPAM, premièrement. Deuxièmement, c'est également la destruction de votre patientèle. Ah, et votre patientèle, vous pouviez la vendre, ça avait une valeur marchande. Par conséquent, aujourd'hui, qu'est-ce que vaut votre activité suite à 2 ans d'application d'une obligation vaccinale? Mais c'est également le préjudice moral et également si vous avez dû totalement arrêter votre activité, l'indemnisation de la perte de cette activité et du défaut de cotisation pour votre retraite. Donc, c'est des sommes extrêmement importantes. Les sommes les plus importantes, d'ailleurs, sont pour les libéraux. Une demande indemnitaire que j'ai faite à plus de 250 000 euros, qui n'est pas une demande que j'ai surgonflée. On a vraiment fait un calcul de sa valeur, de la valeur de son fonds de commerce, de sa patientèle, des actes conventionnés. Donc, on a repris les actes conventionnés qui lui étaient réclamés. On a fait une estimation par un expert comptable de la valeur de son fonds libéral. On a effectivement qualifié un petit peu les revenus qu'il avait habituellement et la perte de chiffre d'affaires et de bénéfices. Et tout ça, ça s'indemnise. Donc, c'est pas un chiffre sorti au doigt mouillé. C'est des calculs qui ont été faits véritablement. Et on a des demandes très importantes. Donc, bien entendu, les médecins libéraux sont peut-être ceux qui ont subi, en termes numéraires, les préjudices les plus importants. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave et que les salariés et les fonctionnaires n'ont pas subi de préjudice. C'est pas ça. C'est juste que sur les demandes indemnitaires, comme ils ont des revenus en général qui sont plus importants que dans le salariat et dans la fonction publique, leur préjudice est plus important. Donc oui, ils doivent demander réparation et eux, ils ont la possibilité d'engager la responsabilité de l'État, mais également la responsabilité de la CPAM et des ARS. J'ai une décision, on en parlera lors d'une prochaine émission parce que ce n'est pas forcément le débat, mais on a 2 décisions du tribunal administratif de Lyon qui ont clairement écrit que les décisions de l'ARS qui enjoignaient aux médecins libéraux de se vacciner sous peine de suspension étaient de la poésie, de la philosophie, mais n'étaient pas des décisions de droit, et que ces décisions de droit n'étaient pas de nature à les suspendre de leur activité. Ah oui, de toute façon, ils ne pouvaient pas en être jugés autrement, je vous l'ai dit depuis plusieurs mois. La loi du 5 août 2021 ne donne aucune compétence aux ARS pour suspendre les médecins libéraux. Pire, la loi du 5 août 2021 ne donne aucune compétence au CPAM pour suspendre les actes conventionnés. Et aujourd'hui, tous les recours qu'on a engagés sur ces actions-là, aucun d'entre eux n'a été jugé. Pourquoi aucun d'entre eux n'a été jugé? C'est assez simple. D'une part, parce que si la juridiction nous donne raison, et elle ne peut pas en faire autrement, à moins
de tordre, de contourner les règles de droit. Donc, si la juridiction nous donne raison, eh bien, ça envoie un message qui est quand même assez terrible à l'encontre du gouvernement. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'appliquer des mesures mafieuses, des mesures qui ne sont pas dignes d'un état de droit, parce que la loi du 5 août 2021 n'a jamais prévu ça. Pire encore, ça envoie finalement un pied de nez au gouvernement qui ne va plus pouvoir être en mesure de suspendre sans rémunération et de contraindre par la force les médecins libéraux d'engager des actions juridiques en vue de mettre fin à leurs mesures de suspension sans rémunération. Donc il est évident que les tribunaux ne vont pas rendre des décisions immédiatement. Ils vont rendre des décisions dans 1 an, dans 2 ans, le temps que la prescription soit acquise et que le jour où vous allez découvrir l'existence de ces décisions, en fait, ce soit terminé pour vous. Vous ne pourrez plus en obtenir réparation. La raison pour laquelle, et l'émission le dit, l'indemnisation, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut la demander. Sans compter tout le zèle que les ordres ont fait, les ordres des médecins, les ordres des infirmiers libéraux, qui eux non plus n'avaient pas forcément le pouvoir encore une fois, de mettre de côté, mais qui ont appliqué la loi du 5 août avec un tel zèle et une telle détermination, un tel, j'ai envie de dire, acharnement parfois. Et là, devant les ordres aussi, battez-vous, parce qu'on a des décisions, notamment lors des infirmiers, qui avaient demandé à une infirmière de s'autoradier. Alors voilà, c'est s'autoradier, alors qu'elle voulait absolument pas, elle ne travaillait plus, elle était déjà en plus suspendue, salariée dans un EHPAD, mais bon, voilà, elle est s'autoradier et on a gagné, parce que à un moment donné, c'est quand même le droit qui l'emporte sur la politique et l'acharnement pour promouvoir la vaccination. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est important. Hein. C'est important. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. On continue, on a encore 15 minutes d'émission. Bonsoir, Maître Débouté au prud'homme, est-ce utile d'aller en appel? Alors, on a déjà eu des questions tout à l'heure. Ça dépend de votre dossier, parce que si effectivement vous avez matière à contester, il faudrait que je sache dans quelles circonstances vous avez été débouté, quelles avaient été les motivations soulevées en première instance. L'appel, dites-vous bien que ça vous permet d'avoir de nouveau un examen complet de votre procédure, de votre dossier. Donc, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, il faudrait que je connaisse votre dossier personnel. Dans tous les cas, on a les liens vers le site internet de Nancy Rizaché qui est dans la description de la vidéo. Vous pouvez la retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous rentrer en contact avec elle et vous faites un petit audit de votre situation pour voir quelles sont les mesures que vous pourriez prendre. D'accord? Donc, n'hésitez pas. On continue. Romain Rouron. Donc, dans cette affaire, serait-ce possible de porter plainte pour préjudice moral ou est-ce trop compliqué? Qu'est-ce que tu en penses, Nancy? Dans cette affaire, c'est-à-dire l'histoire de la suspension, la réintégration. Ouais. Bah, en fait, porter plainte pour préjudice moral, ça veut rien dire. Porter plainte pour harcèlement moral par rapport à ce que vous avez enduré, si votre employeur, alors là je parle toujours du privé, hein, mais enfin c'est aussi valable pour le public, si quand vous allez retravailler, vous avez effectivement, mais je crois que c'est pas ça la question, vous voulez plutôt parler de quoi? De l'extorsion de consentement, des choses comme ça, ce qui pourrait être qualifié il faudrait que vous nous précisiez, effectivement, il faudrait préciser un petit peu dans les questions. Là, je ne comprends pas. Ouais. Bon, dans tous les cas, il y a des... Enfin, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a du harcèlement moral, c'est un délit pénal, et c'est de nature à engager la responsabilité à la fois de l'agent qui l'a commise personnellement, mais également de l'administration. Ça, c'est pour ce qui se passe pour la partie droit public. Et donc, par conséquent, vous êtes en droit d'obtenir une réparation de votre préjudice. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas de recours collectif, on va dire indemnitaire. Et si vous faites du recours collectif, malheureusement, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir véritablement présenter votre situation. Or, je l'ai dit, si vous voulez optimiser l'indemnisation de votre préjudice, vous devez dire clairement dans votre situation les préjudices que vous avez subis, vous personnellement, et tous les éléments qui permettent de démontrer, de prouver, de rapporter la preuve que votre préjudice existe et qu'il doit être indemnisé à hauteur de temps. Je vous ai dit tout à l'heure pour ce médecin libéral, on a fait donc intervenir son expert comptable qui nous a fait une évaluation de son fonds libéral, de son chiffre d'affaires, de sa perte de marge bénéficiaire nette, et c'est au regard de ces éléments comptables, donc démontrés par un expert des chiffres, que l'on a pu effectivement quantifier les préjudices qui étaient les siens. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qu'il faut retenir.
Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à partager au plus grand nombre d'entre vous. C'est important tout ce que l'on raconte. Je sais que mon confrère Maître Divisio avait également fait un live. Je vous invite également à comparer donc un petit peu ce qu'on a pu raconter. Je pense qu'on se retrouve sur beaucoup de points. Alors, on avait une autre question. Employeur me dit aussi qu'elle me fait une fleur le 22 mai pour me faire plaisir, car comme il y a CDD, elle pourrait me réintégrer seulement en septembre. A-t-elle le droit? Alors là, je ne suis pas en mesure de répondre à Corinne Alors, Chaly. Il l'employeur faudra me dit apprécier sa qu'elle me fait une situation. fleur parce que le CDD, elle pourrait réintégrer seulement en septembre. Parce que le salarié, vous êtes remplacé par Ah, quelqu'un qui est en CDD peut-être, on et pourra pas avec un savoir. terme. Je pense il faudrait discuter avec elle directement pour savoir ce qu'il en est. Bon, là encore une Ouais, fois, parce que quand c'est des questions très précises sur votre ouais. situation, il faut qu'on ait un peu plus d'informations. Malheureusement, au cours de l'émission, c'est difficile de faire tout cela, mais ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes vos interrogations par la suite. Alors, autre question, Sonia D. Bonsoir maître, le recours pour indemnisation peut-il se faire quand même si je ne réintègre pas mon entreprise privée? Oui, Mais en elle tout cas. réintègre pas dans quel sens aussi, parce que Alors, si elle ne réintègre pas, bon, je pense que si elle démissionne d'office, en tout cas, oui, moi, pour la il partie. faut réintégrer pour pouvoir après, oui. Ouais. Bon, en ce qui concerne la responsabilité de l'État, il n'y a pas de débat, vous réintégrez ou pas, c'est juste que la rupture définitive de votre lien avec votre employeur met fin à la mesure de suspension et au préjudice qui était le vôtre. Ça permet uniquement de quantifier, c'est-à-dire qu'on a une date précise maintenant sur le montant de votre préjudice. Jusqu'à quand ce préjudice s'est réalisé. Voilà, c'est tout ce que ça change pour l'action en responsabilité de l'État. Pour toi, Nancy, on peut-être un petit rappel. Il faut Elle savoir, démissionne, elle peut engager un recours à l'encontre de son employeur? ça dépend du mode de rupture, parce que en réalité, pour le moment, le contrat entre de nouveau en vigueur. Donc après l'action, encore une fois, si on part sur une rupture conventionnelle avec les bémols qu'on a indiqués, si vous partez sur une démission, si vous partez sur un abandon de poste, il faut savoir à quel moment vous allez ne pas réintégrer. Quand vous dites ne pas réintégrer, en fait, votre contrat est de nouveau en vigueur. Maintenant, il faut savoir comment vous le rompez. Et bien évidemment, après, sous ces réserves-là de petits bémols éventuels, eh bien, vous pouvez effectivement demander réparation. Très bien. Alors, autre question de Cléonaute qui te demandait si tu étais spécialisé dans le droit du travail. Oui, la Oui, je question, suis plus dans le droit du travail privé pour les. Effectivement, oui, oui, tout à oui. fait. Donc, si vous avez des problématiques relatives au conseil de prud'homme, vous allez voir Maître Nancy Rizaché. Autre question, Marie-Yvonne Groussegourde. Comment payer 2 000 € d'avocat lorsqu'on est suspendu depuis 20 mois? Ça, c'est une très bonne Déjà, question. ma cliente n'a pas payé ça. Ensuite, on fait, toi comme moi, David, des paiements sans frais en plusieurs fois. Et là, en l'occurrence, l'article 700, ce que j'ai demandé, alors l'article 700 du Code de procédure civile, ce sont ce qu'on appelle les frais, c'est un terme un petit peu irrépétible, ce sont les frais d'avocat. Et là, en l'occurrence, ma cliente pourra vous le confirmer, elle n'a pas payé cette somme-là, mais elle a obtenu de la juridiction cette somme-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un investissement par rapport à un recours, encore une fois, c'est payable en plusieurs fois. Elle a travaillé en dehors aussi, et elle a eu de la solidarité familiale. Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, vous pouvez récupérer vos frais d'avocat par le biais. Un conseil de prud'homme qui donne 2 000 €, c'est pas mal. Faut quand même se rendre compte. Mais en l'occurrence, elle n'avait pas payé ça. Elle a obtenu plus que ses frais de justice en réalité. Alors moi, encore une fois, comme je dis souvent, on n'a rien sans rien. Voilà, on n'a rien sans rien. Si on veut effectivement récupérer cette indemnisation, ben, nécessairement, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Mais ça, c'est pas propre aux avocats. C'est comme dans n'importe quel autre métier. Tu l'as dit très bien, Nancy, c'est bien de le rappeler. Effectivement, nous, en ce qui nous concerne, avec les soignants suspendus, on a toujours proposé des facilités de paiement. Et derrière, encore une fois, aujourd'hui, vous allez être intégré. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir les moyens de vos ambitions, c'est-à-dire la possibilité de diligenter une action juridique avec des moyens financiers, des moyens qui n'existaient pas auparavant. Mais je suis complètement d'accord que quand on est privé de tout revenu depuis 20 mois, c'est très compliqué d'engager une action en justice avec des frais d'avocat. Mais pourtant, ce sera une étape indispensable si on veut espérer un jour obtenir une indemnisation. Pas la peine de se précipiter, on a le droit aussi de se refaire une santé financière et puis ensuite d'envisager l'indemnisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule crainte qu'on doit avoir, c'est que le gouvernement prenne un projet de loi qui viserait à interdire toute indemnisation. Mais encore une fois,
Marie-Yvonne, je suis désolé, oui, la justice a un coût, c'est pas gratuit, j'en suis moi-même le premier désolé, j'aimerais que l'État puisse me régler directement mes factures, je serais certain d'être toujours payé, et ça me stresserait beaucoup moins sur l'idée de trouver des nouveaux clients tous les mois, comme dans n'importe quelle profession libérale. Mais voilà, c'est une réalité, la justice a un coût, mais derrière, généralement, ceux qui ont affaire à des avocats en sont contents et d'ailleurs reviennent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui reviennent à plusieurs reprises à mon cabinet. Alors, autre question, Sylvain Bigelot, Maître Zacha peut-elle intervenir ou faire intervenir un collègue auprès d'un conseil de prud'homme loin de Nancy, comme celui de Pau, pour la défense d'une ASH d'EHPAD, par exemple? Très bonne question sur la question de la postulation. Oui. Valérie, même Alors, si je répondrai après aussi. alors, c'est clair que déjà par le Il biais nous reste de 5 minutes, Nancy, rapide. Hein. Click and Justice, tu as créé déjà pour un réseau d'avocats. Et bien évidemment, l'avantage, c'est que on a un réseau de solidaires, c'est-à-dire de confrères qui sont avec nous dans ces combats-là. Et oui, on peut intervenir partout parce que au prud'homme, c'est pas comme en droit civil. Chaque avocat peut intervenir partout, donc on peut se déplacer, mais on peut aussi avoir des relais sur place. Voilà. Tout à fait. En ce qui concerne donc les recours en responsabilité de l'État ou recours contre les employeurs publics, la procédure administrative est une procédure écrite. Ça veut dire que tout va se jouer sur les pièces du dossier. L'audience est facultative et la procédure est numérique. Donc ça veut dire que je pourrais même exercer à l'autre bout du monde. Ça ne m'empêcherait pas très concrètement de pouvoir mener ces différents recours. Donc pour les personnes qui ont des procédures administratives, la question de l'endroit où se trouve votre avocat n'a aucune incidence sur la bonne tenue de votre dossier. Donc là, bien entendu, il n'y a pas de difficulté. L'important, c'est quand vous appelez le cabinet, il y a quelqu'un qui vous réponde. Ça, je pense, c'est le plus important. Autre question très intéressante qui a été posée, ce sera certainement la dernière, il nous reste plus que 5 minutes. Les 3 avocats que j'ai vus en Ardèche me disent de ne rien faire et en fait, ils ne connaissent rien au problème. Peut-on prendre n'importe quel avocat hors de notre région? Corinne Chanu, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Oui, orientez-vous vers le bon avocat, celui qui vous convient, en qui vous avez confiance, parce que la relation entre un avocat et un client, c'est une relation de confiance. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il faut s'assurer que quand vous vous appelez, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. C'est pourquoi moi, j'ai investi dans un secrétariat, toi aussi, Nancy, parce qu'il faut que nos clients aient une réponse lorsqu'ils nous contactent. Dernière question. Corinne Chanu qui demande si tu peux être son avocate. Alors Corinne, je vous invite oui, je peux être l'avocate de tout le monde, moi il n'y a pas de problème. Qu'elle me contacte, Corinne Chanu, oui, bien sûr. Vous avez la possibilité donc de prendre rendez-vous avec Nancy. On va mettre son lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous avez la possibilité également de prendre rendez-vous avec moi. L'important, c'est de ne pas rester seul. L'important, c'est bien entendu de se battre pour défendre ce qui vous revient de droit. Demander une indemnisation, c'est la moindre des choses. 18 mois de suspension sans rémunération, après avoir été traité comme des moins que rien, il ne manquerait plus que ça qu'en plus vous fassiez l'aumône et que vous acceptiez de leur céder ce qui vous revient. Donc, on a, j'espère ici, planté un peu le décor, présenté les actions qui étaient les vôtres, actions en responsabilité contre l'employeur public devant les tribunaux administratifs, actions devant les conseils de prud'homme avec les salariés de droit privé et Nancy Rizacher, et les actions en responsabilité de l'État du fait des lois, sans démontrer et sans avoir besoin de démontrer une quelconque illégalité, une simple comparaison entre l'application d'une loi et votre préjudice suffit à obtenir réparation. Maintenant, les cartes sont entre vos mains et il ne vous manque plus que d'agir pour la réparation et la défense de vos libertés fondamentales. Nancy, le dernier mot de la fin avant qu'on se laisse? Le combat n'est pas terminé. Hein. Vous n'êtes pas des pions, vous n'êtes pas des... Voilà, vous êtes réintégrés aujourd'hui, c'est une belle victoire, pardon. Je dirais même plus, le meilleur reste à venir. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la suspension, on est dans l'indemnisation. Ça tombe bien, c'était la thématique de l'émission de ce jour. Et l'indemnisation, effectivement, elle va faire du bien pour un grand nombre d'entre vous. Ah oui, c'est clair que les préjudices, de toute façon, ils vont pas s'effacer comme ça. Le traumatisme est là, les séquelles sont là. Donc, voilà, le but aujourd'hui, c'est d'aller vers la réparation de ces préjudices, puisque visiblement, l'État s'en moque. Nous, on va s'en occuper. Tout à fait. Merci Nancy. Alors, je vous invite pour tous ceux pour lesquels on n'a pas pu répondre à toutes vos interrogations à venir pour l'émission de 21h avec Pierrick. On parlera un petit peu d'indemnisation, on parlera surtout de qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez concrètement pour réintégrer. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de flou, donc on en parle tout à l'heure avec Pierrick. Pierrick qui a subi lui aussi une réintégration, il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait et bien entendu, on répondra à toutes vos interrogations. Ici, on se retrouve dans 2 minutes.
Pour l'émission Justice citoyenne, on parlera des forfaits de post-stationnement. Alors, c'est un autre sujet, un autre débat, mais quand même assez intéressant parce qu'encore une fois, c'est la monétisation, la privatisation de l'espace public et c'est encore une atteinte de nos libertés fondamentales et on défend l'atteinte de toutes les libertés fondamentales. Allez, je vous dis à tout de suite. Merci Nancy À et à très bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.